Zone Project. Donc c'est un outil de veille sémantique open source pour faire de la veille au quotidien. Donc je vais commencer, au moins vous avez l'introduction avant de sortir. Le but c'est de créer une appli qui va vous permettre d'être super rapide dans votre travail de veille. La veille c'est quoi? C'est juste accéder à l'information tous les jours. C'est quelque chose qu'on fait tous, mais on le fait de manière super bordélique, voire parfois organisée pour certains. Donc Zone Project, c'est une appli open source, je vais vous la présenter. Et on utilise de l'open data à l'intérieur, je vais vous présenter un peu tout ça petit à petit en 20 minutes. En premier, moi qui suis, donc je suis un fan d'open source, je vais au RML depuis très longtemps. Et j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait de l'informatique, et j'ai découvert un monde qui s'appelle le monde du web sémantique. Et je me suis dit que j'allais essayer de travailler dedans. Et donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc comment ça se passe concrètement? Je suis à l'INRIA, je suis embauché pendant 1 an à l'INRIA pour faire de l'open source. L'INRIA fait énormément d'open source, même si aujourd'hui vous avez eu des petites news assez bizarres là-dessus, on fait de l'open source. Et donc j'ai gagné ce concours organisé tous les ans par l'INRIA et qui offre 1 an de développement sur un projet open source et innovant. Donc pendant 1 an jusqu'à octobre, je développe ce projet-là. Je n'ai pas besoin de gérer des finances, d'avoir des clients, d'avoir un tas de trucs chiants. Moi, c'est juste, je fais du dev, je présente mon projet, je vous le présente ici, je vous dis qu'il est bien, et à la fin, on verra ce qu'on en fait. Donc, mon problème au tout début, c'était Twitter. Twitter, énormément d'informations. Comment on fait pour se retrouver là-dedans? Comment on fait pour accéder à l'information? C'est un super outil pour faire de la veille au quotidien, en temps réel, sauf qu'il y a trop d'informations. Alors la petite question, c'est qui utilise Twitter dans la salle? D'accord? Et qui s'en sort avec sa timeline, avec tout ce flux d'informations? Personne. Non, quand même. En fait, c'est juste votre timeline, c'est avoir l'information tous les jours, sans avoir vraiment de trou d'une semaine quand vous vous arrêtez et que vous partez en vacances. Bon, alors nous, ce qu'on veut faire, c'est une solution pour vous permettre de faire ça le plus efficacement possible. C'est au lieu de vous afficher toutes les news, on va vous afficher que ce qui vous intéresse. Si on a 2 infos qui vont parler de la même chose, on va essayer d'en supprimer une, on va essayer de les regrouper. C'est ce que j'essaie de vous proposer comme solution. Sauf qu'il n'y a pas que Twitter dans les news, hein, c'est pas la seule source d'information, donc on va essayer de se baser aussi sur la presse, sur les flux RSS, sur Google+, sur Facebook, pour vous permettre d'accéder à toute l'information. Et au final, le but, c'est de vous la fournir dans un lieu unique. Vous avez votre kiosque à journaux et dedans, vous avez toute l'information qui correspond à votre veille. Et tous les matins, vous allez là-dedans et vous lisez votre journal à vous, qui vous affiche vraiment les news qui correspondent à votre besoin. Donc je vous ai présenté un peu le projet. Vous allez peut-être me dire, est-ce que vous avez des solutions qui existent et qui répondent à ce besoin-là? Et allez-y, vous n'avez pas de solution pour faire ça? Il y a des grosses solutions, des petites solutions, Copernic entre les deux. Ouais. Digimind chez vous en France. Digimind, oui. Des solutions gratuites, Yahoo Pipes. Yahoo Pipes. Entre le traitement et l'analyse déjà. Ouais. Ok. Donc on va y venir. Super. Merci. Donc la première, Google News. Super Google News. Ça vous affiche l'actualité au quotidien. Trop généraliste parce que c'est comme un journal. Vous avez l'information, vraiment une information généraliste. Vous pouvez un peu spécialiser, mais ça ne va pas vraiment répondre à une personne précise. Deuxième solution, les agrégateurs de flux RSS. Là, vous connaissez peut-être Google Reader, feu Google Reader, mais vous connaissez sûrement Feedly, le nouveau, les applis open source, TinyRSS et d'autres. Le but de ces solutions, c'est vous lui donner une liste de sources qui vous intéresse et ça vous affiche l'information. Et au quotidien, vous avez cette information qui apparaît. Sauf que vous êtes obligé de vous limiter dans votre travail, dans votre veille, puisque si vous avez trop d'informations, vous n'allez pas la suivre. Vous allez avoir le même problème qu'ailleurs. Deuxième solution, ça va être se reposer sur d'autres personnes. Vous allez utiliser d'autres personnes pour faire de la veille. C'est ce qu'on appelle les médias de curation sociale de contenu. Vous avez Pinterest pour les photos, si vous êtes vraiment visuel. Vous avez Scoopit, si vous êtes un peu plus sur le texte, que vous voulez un peu plus de contenu. Et ces solutions, en fait, c'est d'autres personnes qui vont faire la veille pour vous, qui vont gérer l'accès à l'information à votre place et qui vont vous la redistribuer. C'est assez sympa à utiliser, mais ça ne va pas répondre. Personnellement, ça ne répond pas à mon besoin parce que moi, j'ai un besoin assez vaste, en fait. Je ne vais pas être sur un seul domaine. Je voudrais regrouper la veille de plusieurs domaines. Pour répondre à ce problème-là, vous l'avez dit, c'est Yahoo Pipes. Est-ce que vous l'utilisez, Yahoo Pipes? Vous avez essayé, vous avez arrêté? J'ai bien essayé et j'aimerais bien passer à DailyPipes qui est libre et qui est local. Ouais. Alors, pour les autres personnes, Yahoo Pipes, c'est une solution développée par Yahoo. Et le but, c'est de vous permettre de gérer votre afflux d'informations. C'est une solution vraiment professionnelle, dans le sens où elle est complexe à prendre en main. Il y a un certain temps avant de comprendre comment on l'utilise. Il y a un fonctionnement vraiment graphique
graphique, mais plutôt pour développeurs, dans le sens où vous allez générer des flux d'informations, vous allez faire des flèches vers des éléments de configuration, vous allez faire plein de trucs bizarres, et au final, vous allez avoir que les news qui vous intéressent. Sauf que c'est trop complexe à utiliser et pas assez efficace. Donc, au final, nous, ce qu'on propose, donc c'est ici, c'est en orange, c'est une solution parfaite qui va répondre à tous vos besoins. Non, je vous le vends comme ça. Merci, au revoir. Non, le but, c'est d'avoir une solution open source, c'est quelque chose que je veux, c'est quelque chose dont on a besoin. On ne peut pas déporter notre travail de veille si on est en entreprise, on ne peut pas dire aux concurrents ce qu'on va faire. On ne veut pas que les gens sachent vers quel axe on va s'orienter, ce qu'on compte faire dans le futur. Il faut qu'on le fasse de manière la plus discrète possible. Il faut qu'on fasse du filtrage de l'information, on ne peut pas vous afficher toute l'information. Il faut trouver un moyen de filtrer ces informations-là. Pour les filtrer, on utilise des technos issus un peu de la recherche, ça va être du data mining, de l'analyse de texte, et du web sémantique pour essayer de comprendre les textes et pour essayer de les enrichir. Donc voilà, je l'ai. Reader.net, c'est la solution qui vous permet de faire de la veille. Donc je vais vous présenter une petite vidéo de la démo, c'est ce qu'on est en train de développer au sein de l'Institut, donc c'est pas finalisé mais c'est en cours de dev et ça avance plutôt pas mal. Premier type de recherche, on peut faire comme sur les autres moteurs, c'est taper un hashtag ou un mot qui nous intéresse et ça va nous afficher l'information qui correspond à notre besoin. Ça, tout le monde le fait, vous allez me dire, c'est pas révolutionnaire, c'est pas intéressant, sauf que vous avez vos tweets qui sont en dehors de Twitter. C'est déjà bien, et ça génère un flux RSS. Deuxième solution, ça va être vraiment intéressant, vous allez sélectionner les sources qui vous intéressent. Vous allez dire, je veux un certain nombre d'informations en provenance de Twitter, en provenance de Google+, ou en provenance de flux RSS, et là, vous êtes en train de sélectionner vraiment les sources qui vont vous permettre de faire votre travail de veille. Donc là, c'est une interface encore en cours de dev, mais ça avance petit à petit. Et là, on a sélectionné des sources. Maintenant, on va vraiment effectuer du filtrage d'informations. On va lui dire les informations qu'on veut voir, les informations qu'on ne veut pas voir. Donc, en haut, on tape le mot-clé. Il nous propose des synonymes avec de l'analyse de tendance. Ça ne va pas être juste des synonymes à un mot-clé. Il va y avoir aussi de l'analyse de tendance. Par exemple, sur Twitter, quand on a un hashtag, on va pouvoir donner les hashtags qui sont à peu près similaires. Le but, c'est de vous permettre vraiment de spécifier un filtre d'informations qui soit le plus efficace possible. Petit à petit, on va générer vraiment notre filtre. Et maintenant, on va aller encore plus loin. On va lui dire, on met « et », le petit tag « et », et on veut absolument que ça parle d'un terme précis. Donc maintenant, il est devenu vert, et maintenant, on va avoir toutes les news qui parlent d'un des sujets d'en haut, et on va absolument avoir une RIA. Et maintenant, petit à petit, on génère vraiment un filtre binaire. Les geeks vont un peu plus comprendre que les néophytes, mais c'est vraiment quelque chose qui va être assez puissant et qu'on n'a pas ailleurs. Le but, c'est, on va vous permettre de filtrer votre information. On a lancé la requête, on a affiché les résultats, donc on a toutes les news qui vont à peu près correspondre à notre besoin. C'est pas très joli, mais ça avance, vous inquiétez pas. Et on a un flux RSS. Et donc maintenant, vous envoyez ce flux RSS. Dès qu'il apparaît, vous envoyez ce flux RSS dans votre appli de gestion de flux. Et maintenant, vous avez votre veille avec des filtres qui correspondent uniquement à ce que vous vouliez voir. On avait envie de faire une grosse solution qui fait aussi gestionnaire de flux RSS, qui fait tout comme Google Reader, sauf que c'est trop long à développer. Donc on s'est dit, on va juste faire du filtrage, c'est déjà pas mal. Et ça va répondre aux besoins de certains gens. Donc si vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour avoir des informations. Quand ça sera vraiment fonctionnel, on vous le dira. Pour l'instant, c'est encore en dev, ça marche à peu près. Ça, c'était Reader.net. J'ai une autre vidéo que je vais peut-être vous montrer plus tard si on a le temps, on verra. Mais c'est à peu près le même concept. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de technique. Pas énorme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par la technique? Parce qu'on est quand même au RMLL. Donc un petit peu, on va y passer un peu de temps. Donc, premier, sur quoi on se base? On se base sur des technos du web sémantique. Qui connaît le web sémantique? Ah, vous n'allez pas arrêter de lever la main, là. Ok. Donc, pour les autres personnes, le but du web sémantique, c'est de permettre aux ordinateurs de raisonner sur les contenus. Sur Internet, on a énormément de connaissances qui sont publiées, sauf qu'un ordinateur ne peut pas raisonner là-dessus. Si vous lui donnez un texte, qui parle de petits chatons, il ne va pas savoir que c'est une page qui parle de chat. Il va falloir qu'il lise le texte, il va falloir qu'il analyse le texte pour vraiment faire du raisonnement là-dessus. Donc, le but du web sémantique, c'est on va créer des schémas, on va mettre tout sous forme de petits graphes comme ça, pour vraiment formaliser l'information, pour la rendre compréhensible par un ordinateur. Donc, c'est quelque chose qui part de l'open data. Alors, qui part de l'open data? L'open data, c'est, Tanguy Morlier vous l'a présenté tout à l'heure, c'est on publie tout sur Internet, on donne la donnée accessible à tous. Sauf que si vous publiez tout, il va falloir un temps fou pour tout analyser. Vous imaginez si toutes les données publiées par l'État sont publiées sous forme de fichiers XLS, comment vous allez analyser tout ça? Impossible. Donc ce qu'on vous propose, c'est on part de l'open data, c'est juste des données publiées sur Internet. Et après, on va
rendre accessibles sur le web. On va les formaliser sur le web. Donc chaque donnée, chaque élément va être formalisé sous forme d'une URI, d'une adresse unique. Donc ici, on a l'exemple d'une rue qui s'appelle Eiffel. Elle a une URL. Cette URL n'existe peut-être pas, mais on l'a formalisée sous forme d'une adresse qui est unique. Et maintenant, à chaque fois qu'on va parler de cet objet-là, on dira il est sur cette adresse-là. Après, on va essayer de lier les rues entre elles. On va essayer de lier les données entre elles. Et là, maintenant, l'ordinateur, au niveau informatique, on va pouvoir raisonner sur notre rue pour dire que son nom vient de Gustave Eiffel. Et donc là, sur le thème informatique, c'est vraiment l'ordinateur peut raisonner là-dessus, peut faire des liens entre les rues, peut faire des liens entre les informations. Ensuite, on va aussi publier le schéma qui permet de définir comment sont définies les informations. Donc maintenant, on a toutes les données qui sont typées, en fait, et on donne des types aux informations. Donc on sait que Eiffel, c'est une route, et c'est une rue, et c'est une sous-classe de route. Maintenant, on a un schéma pour publier nos informations, et ensuite on publie le schéma sur Internet, et maintenant on a tout qui est bon pour faire du link data. Le but c'est on publie les informations. J'ai perdu beaucoup de monde ou pas? C'est difficile, mais c'est pas grave si vous n'avez pas compris. Donc linked open data, c'est on publie les informations, elles sont compréhensibles par des ordinateurs, on peut raisonner dessus, et on a tout ce qu'il faut pour faire du web sémantique. Vous inquiétez pas, c'est pas très important pour la suite, mais c'est important pour certaines personnes. Donc comment marche Zone Project? Zone Project, vous avez des news, vous avez des flux RSS, vous avez du Twitter. On va récupérer cette information-là, on va télécharger les pages web, on va récupérer l'information. Cette information, on l'envoie dans les systèmes d'annotation. Les systèmes d'annotation, c'est des outils qui vont permettre de faire du raisonnement sur les textes. Un exemple, ici on a une news qui parle de David Cameron, on l'envoie dans notre système qui s'appelle Wikimeta, et celui-ci va nous souligner tous les mots importants, tous les termes qui peuvent lier à Wikipédia. Cool. Il a reconnu Mr. Cameron, il a vu que c'était une personnalité. En haut, il a reconnu David Cameron, il a vu que c'était la même personne. Donc on sait que notre texte parle de la personne David Cameron. Vu qu'il y a du web sémantique sur Wikipédia, on sait que David Cameron est un homme politique. On sait que David Cameron vient d'Angleterre. On peut faire beaucoup de choses là-dessus. Donc on sait que notre news parle de politique. C'est pas une news qui va parler de petits chatons ou de petits chevaux. C'est une news politique. Ensuite, on va récupérer d'autres informations. On sait que ça parle de l'Union européenne, on sait que ça parle du Parlement, on a un tas d'autres choses intéressantes. On va vraiment pouvoir faire du raisonnement là-dessus. Et maintenant, on a compris notre texte. L'ordinateur a compris automatiquement de quoi parle le texte. Certes, il va y avoir des erreurs. Est-ce qu'il y a une erreur? Je pense qu'il y a toujours des erreurs, mais dans les grandes lignes, on comprend... Ah, je l'ai peut-être. Non. Par exemple, type d'erreur, comment dans un texte comme ça, la différence est faite entre les bords Alors, et les bords... typiquement, en fait, ils analysent vraiment le texte, ils savent qu'il y a un sujet, un verbe, un complément. Il y a vraiment, derrière, c'est du traitement automatique de la langue. Il y a des gens qui ont travaillé dessus. Wikimeta, pour le coup, il est pas mal évolué là-dessus. C'est un outil qui vient de Québec. Et ils ont vraiment travaillé sur la reconnaissance de texte. Et qui vont savoir où est le sujet, où est le verbe. Ils travaillent vraiment là-dessus. Par exemple, l'exemple que j'aime bien, c'est celui qui parle de Paris sportif et de la ville de Paris. Ils arrivent à reconnaître la différence. Et là-dessus, on devient efficace, vraiment. Par rapport à un moteur de recherche qui travaille uniquement sur des mots-clés. Traitement de la langue et web sémantique, ça fait un mélange assez explosif là-dessus. Donc au final, des systèmes d'annotation, il y en a plusieurs. Je vous ai présenté une capture d'écran rapide avec Wikimeta, et pour ceux que ça intéresse, il y en a deux autres. Sauf que il y a OpenKale qui vient de Reuters, qui est l'agence de presse américaine, qui est très performant, mais qui n'est pas open source. Le seul open source s'appelle Spotlight. Il est vraiment nul. Et donc on n'a pas de solution open source vraiment pour faire du traitement de la langue. Donc c'est quelque chose de problématique. C'est qu'on se base quand même sur des outils qui ne sont pas open source pour faire notre analyse de texte à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui me bloque, mais on fait avec. Donc au final, maintenant qu'on a annoté nos news, on va essayer de les lier à des bases d'open data. Donc typiquement, on va lier à Wikipédia pour faire vraiment du raisonnement sur les textes. On va lier aux bases de données de l'INSEE. L'avantage de la base de l'INSEE, c'est que chaque fois que vous lui donnez un nom de ville, il va vous donner le département, la région et le pays. Ça veut dire que pour chaque news, si la news parle d'une ville précise, je sais de quelle région ça parle, je sais de quel département ça parle. Et donc si je fais de la veille sur un département précis, je vais avoir toutes les news qui parlent d'une ville, du département. Et là, ça devient assez intéressant. On est d'accord? Ouais, moi j'adore. Hein. On va faire autre chose, c'est du data mining. Data mining, c'est on lui jette tous les textes, on envoie tous les textes dans notre système et il va faire des groupes de textes qui ont à peu près les mêmes couleurs. C'est comme le puzzle.
il va donner pour chaque mot du texte, il va générer un genre de dictionnaire. Et chaque texte, il va le classer dans un ensemble en fonction des couleurs. Et donc, on va avoir tous les textes qui parlent de sport dans un groupe, tous les textes qui parlent de politique dans un groupe. Et on va pouvoir faire ça avec une granularité un peu comme on veut. Ça va pas être que pour le sport, ça va être peut-être pour des trucs beaucoup plus spécifiques. Et comme ça, on va faire vraiment de l'analyse de texte automatique. Et sur Reader, ça fonctionne assez bien là-dessus, c'est assez efficace. Un exemple concret. Donc sur Google News, il va vous récupérer... Un mauvais exemple, tiens. Sur Google News, si vous avez une news, quand vous la dépliez, vous avez toutes les news similaires. Et ça, c'est de l'analyse de texte. C'est quelque chose que je veux pousser. Ça marche pas très bien à l'heure actuelle sur mon système, mais ça va marcher un jour, ça va être vraiment efficace. Donc au final, on stocke toutes nos données dans une base de données. Vu qu'on a fait du web sémantique, on stocke ça sous forme d'une base de données plutôt sémantique. En fait, c'est une base de données comme du NoSQL. Tout est sous forme de graphe. Toutes nos news vont être liées à d'autres news à l'aide de tags sémantiques. Comme ça, on va pouvoir lier toutes les informations. Ça va faire un gros bousin sur lequel on va pouvoir faire des recherches, sur lequel on va pouvoir rechercher en fonction de mots-clés, en fonction d'entités qui nous intéressent. Et c'est vraiment puissant. Maintenant, si on parle de l'utilisateur, l'utilisateur, il a un besoin. Son besoin, il donne dans l'outil que je vous ai présenté, dans l'outil de génération de filtres. Pour les un peu plus techniques, on va transformer ça sous forme d'une requête Sparkle. C'est une requête pour faire du NoSQL, en fait. Et ensuite, on va fournir le résultat à l'utilisateur sous forme d'un flux RSS. Donc maintenant, notre utilisateur récupère sa news sur David Cameron, récupère la news qui l'intéressait. Donc au final, je vous ai présenté un peu toute la partie technique. On a la partie qui va s'occuper d'annoter les informations, de les stocker, la partie qui permet d'afficher l'information à l'utilisateur, de lui filer un flux RSS, et on a tout fait. Donc ça marche de manière asynchrone pour que cette phase qui est parfois un peu plus longue sur la notation, des fois, ça nécessite plus de temps, des fois, ça nécessite moins de temps. Et l'utilisateur a quand même accès à l'information qui est déjà stockée. Donc, je vous ai présenté la partie technique. Une partie sur laquelle j'essaie de réfléchir actuellement, c'est qu'est-ce que je vais faire en octobre dès que mon contrat se sera arrêté. J'aurai plus rien à faire, il faudra bien que je trouve un métier. Donc, je suis en train de réfléchir à utiliser ce projet-là. Donc, en général, dans le libre, on n'aime pas trop tout ce qui est financement de projet, savoir comment on va financer une appli. Sauf que là, le problème se pose parce que j'ai envie de continuer ce projet-là et que pour qu'il soit beaucoup plus... Pour que je le développe le plus rapidement possible, ça serait bien de lancer une boîte autour. Plusieurs possibilités. Première, publicité. C'est, on fournit l'appli sur Internet, on vous laisse l'utiliser, on met de la pub. C'est une solution que je déteste. Il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, il n'y aura pas des bandeaux de pub, de la pub porno, il n'y aura pas ça. Et surtout, alors attendez, j'y reviens, et surtout on utilise du contenu qu'on n'a pas créé nous-mêmes. Donc comment on va générer des sous sur le contenu d'autres personnes? Les gens de la presse ne seront pas du tout d'accord, et moi non plus. Deuxième solution, ça serait de faire du crowdfunding. On vous appelle à financer le projet et à la fin, on vous fournit l'appli. Et s'il y a beaucoup de gens intéressés, on pourrait peut-être arriver à quelque chose. C'est une solution qui va peut-être marchouiller, qui va peut-être marcher. C'est pas mal risqué. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Alors là, c'est une autre solution que j'essaie d'envisager. J'essaie de chercher plein de choses. Si vous en avez d'autres, allez-y, n'hésitez pas. C'est fournir cette solution aux professionnels. Tout à l'heure, tu parlais de Digimind. Digimind, c'est... Eux, ils bossent que là-dessus, ils fournissent une solution de veille aux professionnels. Le but, c'est quand vous êtes une entreprise, vous avez besoin de savoir l'image de marque que vous diffusez au grand public. Donc, ils vont analyser toutes les news qui sont publiées et ils vont fournir aux entreprises une analyse de leur image. Donc, c'est ce qu'on pourrait faire dans cette appli. C'est ce qu'on pourrait faire... Mais lui, il fonctionne avec surtout des algorithmes de type intelligence artificielle, de type agent. Voilà, mais actuellement... Il ne fonctionne pas sur ce qui est donné au niveau sémantique par tout site web. Voilà, c'est le problème. C'est qu'en fait, ils vont fournir énormément de faux résultats, de faux positifs. Et c'est de la cuisine interne. Voilà. On a ce qu'on a. Et on fait avec. Sauf que quand tu payes 5 000 € par mois pour avoir cette solution, tu as envie que ça marche bien, et tu as envie que ça marche chez toi, et tu n'as pas envie que des concurrents aient accès à l'information si Digimind les vend. Donc on fournit une solution open source, elle est installée sur votre serveur, vous êtes indépendant. Donc là-dessus, je me dis que ça peut marcher. Et c'est en fait un Google Bis quelque part en plus ciblé. Voilà. Ils font la même chose que Google quelque part. Ouais, bah, ils font de... Il reste 30 secondes, mais t'inquiète, j'y suis, il n'y a pas de souci. Dernière solution, c'est de faire des partenariats avec les gens de la presse. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai choisi le thème presse, j'aurais pu choisir le thème internet, j'aurais pu choisir d'autres thèmes. Je me suis dit qu'aller voir les gens qui travaillent dans le domaine de la presse. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Oui. Pas beaucoup. Bon, 2, 3.
Bon, il y a beaucoup de geeks, vous inquiétez pas, je suis geek aussi. Le but, ça serait de voir comment on peut faire avec vous pour vous fournir une solution qui fasse du filtrage d'informations, qui vous permette quand même d'être visible sur Internet sans vous amener une image dans laquelle nous, on fournit l'information et juste vous la créez, vous la publiez chez nous. J'essaie de trouver un truc là-dessus, j'aimerais bien qu'on en discute après, n'hésitez pas. Mais je ne sais pas ce que ça va faire, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. En France, il y a le moteur, c'est le moteur de recherche lancé par Orange, qui s'est lancé là-dedans. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un partenariat avec une dizaine de journaux français, et ils affichent l'information de ces journaux sur leur moteur, et ils filent des sous, un truc du genre, et ça marche comme ça. Ça peut marcher, mais bon, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. La dernière slide, je vous ai présenté Zone Project, un outil open source de qualité, puissant, qui vous permet de faire du filtrage d'informations sur Internet, qui s'adapte vraiment à votre besoin de veille au quotidien et qui vous affiche l'information qui correspond à votre besoin. Merci.